Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin pour cette conférence des vendanges du savoir. Nous avons le plaisir ce soir donc d'accueillir ces conférences des vendanges du savoir qui ont lieu tous les mois à la Cité du Vin. Les vendanges du savoir, c'est une action culturelle qui est menée par l'Institut des sciences de la vigne et du vin, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. Et donc, le propos est d'inviter des chercheurs à venir parler de l'état de leurs travaux dans différentes disciplines. J'ai à côté de moi Alain Blochard, qui est directeur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin et membre du comité de pilotage des vendanges du savoir, et qui va présenter notre invité de ce soir, monsieur Georg Meissner. Merci d'avoir accepté de venir faire cette conférence. Vous êtes à la fois en salle mais aussi en ligne, donc sur Zoom, sur la plateforme Zoom. Donc vous aurez la possibilité, et en salle et en ligne, de poser des questions à l'issue de la conférence. Donc n'hésitez pas, on fera circuler un micro ballon en salle. Et puis sur Zoom, vous avez une partie, sur votre application, vous avez une partie Q&R, questions et réponses, sur laquelle vous pouvez poser des questions qui seront relayées et posées à notre intervenant de ce soir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse Alain présenter notre intervenant de ce soir. Très bien, merci Mélanie. Donc bonne soirée à tous. On est heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition en fait des vendanges du savoir. Donc cette opération donc aussi qui a le soutien de la société Baron Philippe de Rothschild et de la Fondation Bordeaux Université. Donc, et on explore en fait différentes disciplines, et ce soir on va venir sur la viticulture après être passé par la littérature, et puis la prochaine édition ce sera sur l'histoire. Et donc, le thème général ce soir, c'est la viticulture. Alors, on avait donné un titre, une viticulture nécessairement bio en 2030. Vous allez voir que notre intervenant va prendre un peu de liberté par rapport à ce titre, et c'est pas très grave. Et en fait, que ce soit donc à Bordeaux ou ailleurs en Europe, on voit très bien en fait que le vignoble est engagé dans une transition vers une viticulture qui soit plus respectueuse de l'environnement. Cela, en fait, on peut le mesurer par différents indicateurs, et notamment par certaines certifications. À Bordeaux, on parle beaucoup de la certification HVE, notamment, la haute valeur environnementale. Mais bien sûr, ça peut se mesurer aussi par d'autres indicateurs, par exemple par la transition vers le bio. Et alors, j'ai les chiffres qui disent en fait qu'en Gironde, il y a 17% du vignoble qui est engagé en bio. Alors, engagé, ça veut dire soit en cours de certification, soit déjà certifié. Ce qui en fait d'ailleurs le premier département français en termes de surface totale, bien sûr, en vigne bio. Et puis, il y a un autre mode de conduite de la vigne dont Georges va nous parler ce soir, c'est la biodynamie, qui, pour certains aspects, en France en tout cas, a été décriée. Donc, Georges va essayer de nous réconcilier avec cette biodynamie en nous montrant en fait que voilà, c'est une autre façon de conduire la vigne. Et ce qui nous intéressait en fait, c'était de demander en fait à Georg Meissner, qui vient en fait de l'université de Gesenheim en Allemagne, de nous parler aussi en fait, alors de la vision qu'il a de la biodynamie, puisque c'est un spécialiste, mais aussi de nous parler en fait d'un essai qui est conduit donc par l'université de Gesenheim et qui compare d'une manière très rigoureuse une conduite en conventionnel, en bio et en biodynamie. À mon sens, en fait, c'est probablement l'essai qui est conduit, en tout cas depuis c'est 2006, c'est ça, on l'évoquait tout à l'heure, donc ça fait déjà de nombreuses années, et c'est un outil en fait de comparaison qui me semble extrêmement pertinent, qu'on n'a pas forcément d'ailleurs en France, il n'y a pas l'équivalent en France, et d'où l'intérêt en fait d'avoir un collègue de l'université de Gesenheim qui peut nous en parler.
voilà, sans en plus continuer. Alors Georges en plus a de multiples talents et notamment celui de parler parfaitement français. Et donc merci Georges d'avoir accepté cette conférence voilà, pour à peu près 1 heure, puis après on passera aux questions. Merci. Bon, merci pour l'invitation et je vais passer peut-être à ma présentation. Oui, ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, je ne vais pas seulement parler de la science, c'est un peu de vous donner, essayer de vous donner une image au niveau, disons, philosophique, pratique et scientifique sur, sur ce que c'est. Je prends comme base quand même, parce que c'est ma spécialité, la viticulture biodynamique ou l'agriculture biodynamique, qui dans ce sens-là va célébrer ses 100 ans en 2024. Ça veut dire que c'est une méthode qui a un certain âge et j'aimerais bien rentrer dedans parce qu'en réfléchissant un peu sur les différents aspects d'une agriculture, je dirais, du futur. Parce qu'à mon avis, ça m'énerve toujours si on parle de la biodynamie, que les premières choses qui viennent, ce sont ces gens-là avec les cornes de vache et le calendrier lunaire. Oui, on fait ça aussi. Mais à la base, il y a des aspects pour moi très, très modernes, qui sont très, très actuels pour la compréhension d'une agriculture du futur. Et j'ai donné comme titre Humus Humanus Humor. C'est intéressant si on regarde ces mots-là parce que ça se passe toujours, tous les 3 mots, ça se passe sur la même source en fait. Et c'est quand même dans le contexte du réchauffement climatique que ça devient de plus en plus évident que c'est le humanus qui a de plus en plus de responsabilités pour l'avenir, pour le futur, pour la terre. Et dont l'agriculture, à mon avis, joue un rôle assez important. Pour revenir un peu vers chez moi, je cite pas seulement Rudolf Steiner, c'est le fondateur de l'agriculture biodynamique, mais je cite aussi d'autres pionniers, dont Sir Albert Howard. C'est dans le contexte anglais, c'est un homme très très intéressant qui était envoyé au début du XXe siècle, c'est la même époque que Steiner, par les Anglais en Inde. Il était très très performant dans l'agriculture chimique du temps, on peut dire ça. Et ce qui est intéressant pour Sir Albert Howard, il arrivait en Inde, il était vraiment impressionné par le travail des agriculteurs, des paysans locaux, et il a tourné un peu. Il était tellement impressionné qu'il a fondé aussi un mouvement, qu'il a écrit un livre, The Agricultural Testament. Et je vous cite un peu je vais les lire là. Une approche synthétique est de considérer la roue de la vie comme un seul grand sujet et non comme un patchwork de choses sans rapport entre elles. Ça veut dire, ce que je vais essayer de vous montrer aussi aujourd'hui, c'est cette réflexion systémique dont la biodynamie joue un rôle aussi. Ça veut dire, comme moi, quand j'en ai fait ma thèse là-dedans aussi, et on a fait beaucoup d'analyses très précises de certaines enzymes dans le sol. C'est important de savoir tout ça. Mais aujourd'hui, on parle quand même du microbiome, etc. Ça veut dire que ça devient même dans le monde scientifique de plus en plus évident qu'il y a peut-être plutôt à jeter un regard sur un contexte plus global. Et là, je me trouve, avec les prochaines citations, je me trouve moi-même, je peux expliquer un peu plus ce que je fais. Le chercheur doit être profondément formé dans toutes les sciences. Cette formation devant inclure des voyages
pour comprendre une diversité de conditions et pour acquérir des connaissances agricoles pratiques et intimes et un profond respect pour les agriculteurs locaux et leurs connaissances. C'est un peu ça ce que je fais dans ma vie. Je suis d'un côté chercheur enseignant à l'université de Geisenheim, mais depuis plus que 20 ans, je voyage beaucoup, carrément dans le monde entier, surtout dans le contexte biodynamique. Je suis beaucoup en échange avec beaucoup de différentes situations en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, n'importe, un peu partout en Europe. Et pour moi, j'apprends à chaque fois. C'est d'un côté d'avoir cette chance d'avoir reçu toutes ces images, de pouvoir essayer de les mettre dans un contexte global, mais à chaque fois, c'est vraiment impressionnant aussi pour moi d'apprendre beaucoup de choses des agriculteurs, des vrais paysans, etc. Et ça me semble aussi très important, et ça c'est écrit il y a 100 ans presque. La preuve de la recherche doit se faire dans le contexte d'une exploitation agricole en activité qui ne peut pas être stimulée par une recherche sur le terrain. À Geisenheim, je vais vous montrer quelques résultats tout à l'heure. On fait ça, on fait la recherche dans une station de recherche, mais même là-bas, on fait ça, on va replanter même un autre essai là, cette année, avec des jeunes vignes cette fois-ci, dans les 3 modalités, conventionnelles, bio et biodynamique. Mais ce qui me semble toujours important, on a un cercle de conseils aussi à Geisenheim, dont des praticiens de l'agriculture ou viticulture intégrée, bio et biodynamique. Ça veut dire cet échange praticien et chercheur me semble très important. Et moi, il y a 10 ans, je suis allé c'est pour ça que j'habite maintenant avec ma femme et nos 4 enfants en Italie, dans le nord de l'Italie, à Bolzano, parce que j'ai pris la responsabilité d'un grand domaine, Alois Lageder, pour être responsable de toute la production. C'est 55 hectares propres vignes et achat des raisins de plus d'une centaine de producteurs. Ça fait presque coopérative. Et c'est ce processus social et ce contexte-là qui et à Hannes Schulz, c'est le président de Geisenheim, nous semblait très très important, et de créer des sortes de formations dans un contexte pratique. Je commence un peu avec des réflexions parce que le titre qu'on m'a donné, c'est « Est-ce que c'est l'agriculture bio qui va être nécessaire en 2030 ?» Je vais peut-être essayer, oui, il faut avoir un changement de nos approches agricoles. Et pour moi, ce qui est important, la question principale, c'est que ça veut dire ça d'être un bon agriculteur et quel principe ou dans quel contexte est-ce qu'on a eu les dernières décennies des expériences qui vont nous montrer peut-être des chemins dans les différentes directions. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas la bio qui va être la gagnante, c'est quel principe dans les prochaines années, et à mon avis, il faut qu'on soit très vite, vont être des principes d'une agriculture du futur. Et là, on se base, dans le contexte de la biodynamie, sur des expériences d'une centaine d'années, et ce n'est pas une petite niche à côté, c'est un mouvement global. Vous en trouvez des biodynamistes partout dans le monde. On peut vraiment dire ça, et depuis depuis presque 100 ans. Je passe un peu à la réflexion avec vous. Ça, c'est la vue. Mes enfants, ils ont tous pris un téléphérique pour aller sur leur jardin d'enfants, parce que Bolzano, c'est dans la vallée. Et comme d'autres enfants prennent un bus, mes enfants, ils ont pris le téléphérique.
je vous explique un peu ça. Nous, on habite là-bas, c'est les Dolomites, là derrière. Hein. Et cette photo, elle était prise par la photo, par la vue, c'est la vue de ce jardin d'enfants de mes enfants. Mais ce que je ne veux pas vous dire comme c'est beau chez nous, je veux faire un petit exercice avec vous. On peut maintenant décrire ensemble, et si on ferait ça maintenant en salle, on pourrait voir qu'il y a des descriptions totalement différentes, n'importe quelle personne. On pourrait bien décrire cette montagne là-bas, ça s'appelle le Schlern, c'est une montagne bien connue. On pourrait peut-être décrire qu'il y a quelques falaises, là il y a un peu de neige là-dessus, il y a un truc assez étroit là. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être essayer de décrire le plus précisément que possible cette montagne de cette vue-là. Comme deuxième temps, on pourrait peut-être développer maintenant des méthodes pour décrire peut-être mieux. On pourrait s'acheter des binucléaires ou des télescopes pour voir chaque roche sur cette montagne. Et si je vous pose la question maintenant dans la salle, est-ce que cette montagne, la vérité qu'on va recevoir avec toutes nos méthodes les plus précises que possible, est-ce que ça va être la seule vérité, cette montagne? Je crois que vous alliez me dire non. Et je le fais très simple. On peut maintenant prendre une route, descendre à la vallée, c'est 10 km de route, et prendre la route dans la vallée et peut-être monter à cette montagne là-bas et jeter le regard vers la montagne encore une fois. Et maintenant, encore une fois, décrire la montagne d'une façon la plus précise que possible. Et on va avoir une montagne complètement différente, mais c'est toujours la même. Et pour moi, ce qui est important maintenant à vous dire, ce n'est pas contradictoire. Et on pourrait peut-être décrire la montagne aussi avec la vue de cette montagne. Et à chaque fois, très précisément, scientifique, très très précisément. Et si on est capable de mettre toutes ces vues ensemble, on est d'accord, peut-être, on va peut-être avoir une vue plutôt trois-dimensionnelle que seulement monodimensionnelle. Et c'est un peu ça, si on se met à la réflexion dynamique ou à des réflexions systémiques, il faut accepter qu'il y a peut-être différentes approches pour revenir au même. Je donne toujours peut-être très vite l'exemple avec les plantes médicinales. Depuis quand est-ce qu'on est capable de mesurer les ingrédients dans les plantes médicinales? Moi, j'ai fait mes études à la faculté de pharmacie. Ça fait 150 ans, mais beaucoup des plantes médicinales, on les connaît depuis des centenaires. Et je suis sûr que les gens, à l'époque, ils n'ont pas fait trial and error, et toi, tu vas mourir, et si l'autre pas. Ils ont eu peut-être d'autres méthodes pour revenir au même aussi. Et je passe un peu à la base de la biodynamie aussi, parce que souvent, si on parle de Steiner, etc., c'est vu que quelqu'un qui était contre la science de l'époque. Non, ce n'était pas du tout le cas. Il a écrit même un livre, et là, il faut se mettre plutôt vers la médecine, parce que Steiner, il a donné plus de 5000 conférences, et il a écrit un livre aussi pour les médecins. Il a donné pas mal des impulses en médecine, en pédagogique. Vous connaissez peut-être les écoles Steiner. En médecine, vous avez des grandes entreprises pharmaceutiques comme la Veleda ou la Vala, Dr. Hauschka, etc. Il a donné des impulses en architecture. Il était bien en contact avec beaucoup des artistes à l'époque, etc. Je ne vais pas faire une biographie de Steiner, mais ce qui me semble important, le titre d'un de ses livres, je vais le lire en allemand, c'est Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst. Et j'ai mis la traduction là en vert, c'est donner des bases pour un élargissement de l'art de guérir.
Et ce qu'il fait dans la première page, et je ne vais pas tout lire, je le fais avec mes mots à moi, il est très clair, parce que ce livre-là va être lu par les docteurs, par les futurs docteurs, qu'à la base, il faut que vous alliez vous mettre totalement dans la science. Il faut que vous êtes des médecins scolaires à la base. Ça, c'est votre base. Mais par contre, dans ce livre-là, et il est très clair qu'on peut appliquer ce qu'on va lire dans ce livre-là seulement si on a cette base-là. Mais comme complémentarité, on va ajouter d'autres façons d'approche pour revenir un peu au même, ou pour guérir, pour créer un art de guérir de l'être humain. Ça veut dire, c'est pas un titre qu'on parle d'une médecine alternative, c'est une médecine complémentaire. Et complémentaire, pour moi, ça veut dire j'en ai d'autres moyennes ou des moyennes complémentaires dans mes mains que je peux utiliser aussi. Ce qui me semble important dans ce contexte-là, et je reste à la médecine, c'est ces deux aspects-là, ces mots-là, pathogénèse et salutogénèse. Pathogénèse, ça vient du mot pathéin, ça veut dire souffrir. Et Genesis, c'est la question d'où vient la souffrance. C'est la question de l'origine de la souffrance. Ça veut dire, si on parle d'une maladie cryptogamique ou un insecte comme le phylloxéra, etc., la question, si je viens avec des méthodes de la pathogénèse, la question c'est comment est-ce que je peux faire quelque chose contre? Comment est-ce que je peux me battre contre ce pathogène? Un autre aspect, et j'ai mis ces deux cercles l'un dans l'autre, parce que ce n'est pas contradictoire les deux. Mais il faut toujours penser au même temps aux deux possibilités. Et dans le contexte de cours aux agriculteurs, ou ce qui est la base pour la biodynamie, Steiner, il nous parle de beaucoup de méthodes de salutogénèse. Salus, salutis au latin, ça veut dire la santé, et encore une fois, en grec, c'est la question de l'origine de la santé. Qu'est-ce que moi, Georg Meissner, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être saine? Et ça, c'est très important, encore une fois, parce que, si j'aurais beaucoup de temps, on pourrait vous donner beaucoup d'exemples. Ça veut dire, des fois, comme agriculteur, il faut que je me batte. Il faut que je fasse des applications phytosanitaires contre quelque chose. Mais au même temps, il faut que je travaille beaucoup, toujours aux aspects de la résilience. Je ne peux pas continuer les prochains 50 ans en augmentant les taux des engrais minéraux et les taux des pesticides. C'est impossible. Et là, on est un peu dans un tunnel, dans le contexte surtout viticole en ce moment, où il faut bien réfléchir et bien développer de plus en plus les méthodes sur ce côté-là. Et là, à mon avis, des travaux systémiques comme la biodynamie, ou dans le contexte bio aussi, ou agroforestry, ou permaculture, etc., il y en a des aspects intéressants à intégrer dans nos méthodes. Que signifie d'être un bon paysan? C'est pour moi la question principale. Ce n'est pas biodynamique, conventionnel. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon contexte? Et qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte économique, mais aussi dans le contexte social et dans le contexte de l'évolution de mon domaine, de mes champs, etc. Et je vais essayer de rentrer avec ça dans le contexte de chez vous. En agriculture biodynamique, la phrase centrale pour moi,
dans le cours aux agriculteurs, c'est l'être humain est pris comme base. Ça veut dire, dans le contexte biodynamique, Steiner, il prend l'être humain comme base et il essaye de développer de cette image-là un système agricole. Et ça, c'est des mots de l'UNESCO, mimicking nature versus mimicking man. Mimicking man, c'est ça, dans le contexte philosophique dont je vais parler. Et tous les aspects biodiversité, durabilité, régionalité et qualité, ce sont des aspects qui sont très, très présents dans le contexte biodynamique. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? Mauvais bouton. Ça veut dire, je ne vais pas vous lire ça, mais ça vient du cours aux agriculteurs. Et Steiner, il est très clair là-dessus. Ce n'est pas la lune, ce n'est pas les préparations biodynamiques, c'est cet aspect-là qui nous différencie des autres méthodes agricoles. Et je vais me baser un peu là-dessus. Et qu'est-ce qu'il fait avec nous là-dessus? Et je vais me prendre moi-même comme exemple. S'il parle, et on a en allemand ce mot das Maß, ce mot magnifique, malheureusement, ça n'existe pas en français. Parce qu'en allemand, das Maß, ça va plus loin que seulement la mesure individuelle. Das Maß, ça veut dire j'ai ma mesure individuelle à moi. Il faut que je fasse gaffe à ça. Il faut que je fasse très attention de ne pas aller trop loin. Mais en même temps, das Maß en allemand veut dire toujours comment est-ce que c'est en relation avec mon environnement, avec mon environnement social, etc. Ça veut dire qu'il y a ce jeu entre moi et le monde extérieur. Et je le fais très vite. Steiner, il parle de différents corps. Il parle du corps physique, du corps rythmique, du corps de l'âme et de la biographie ou du jeu. Et je me prends comme exemple maintenant. Moi, je suis... Et tout ça, ensemble, il appelle ça une individualité. Il est très clair, et ça c'est pour moi très très moderne dans le contexte biodynamique, il parle d'une individualité agricole. Ça veut dire chaque ferme a, et en viticulture on sait très bien ça, on parle des grands crus, etc. Chaque ferme a un lieu individuel et différent. Même si je suis à Clos-Vougeot en Bourgogne et c'est un peu la même chose, vous alliez voir très très bien qu'il y a quand même des différences. Et je prends vite fait pour construire un peu cette image-là. Moi, j'en ai un corps physique. Moi, j'en ai des jambes, j'en ai des bras, j'en ai mes organes, des yeux, des oreilles, etc. Et le principe d'organisation, moi je suis un être humain, et pareil chez nous tous. Mon cœur est au même endroit que le vôtre. Il y a peut-être une petite différence entre mâle et femelle, mais c'est un peu tout. Au niveau organisation de base, il n'y a pas de différence. Nos organes sont tous au même endroit. On est être humain. Par contre, cet aspect physique, pour le bien comprendre, moi, comme je suis devant vous, je suis pas mal relié aux gènes de mes parents et de mes grands-parents aussi. Ça veut dire c'est cet aspect génétique qui joue un rôle pas négligeable. Ça veut dire ma jambe, elle est comme ça. Et mon corps physique, moi, je me suis incarné un jour dans ce corps-là et toute ma vie, je peux me mettre maintenant chaque jour devant un miroir et dire « Merde, qu'est-ce que je fais maintenant avec ce corps-là » Mais ça veut dire que c'est des conditions générales avec lesquelles je dois vivre toute ma vie. Mais ce qui me semble, et je joue un peu philosophique avec vous, ce qui me semble important dans ce contexte-là d'aujourd'hui,
on comprend de plus en plus que l'aspect génétique peut être influencé aussi par les aspects environnementaux. On parle de plus en plus de l'épigénétique. Quand il y a, je crois, une quinzaine d'années, j'étais aussi ici à Bordeaux avec Hannes Schulz. On était dans une conférence scientifique en viticulture et il y avait une conférence après l'autre, il n'y avait que génome, génome, génome. La science, c'était que l'aspect génome. Moi, je ne suis pas microbiologue, je n'ai rien compris. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire avec la pratique? Mais maintenant, il y avait des découvertes du contexte épigénétique qui nous montrent que ces aspects environnementaux peuvent jouer un rôle assez important. Épigénétique, ça veut dire, par exemple, si le grand-père était un fumeur, que le petit enfant peut avoir une tentation de grossir assez important. Ou les aspects de guerre, la faim, ça peut jouer aussi sur les gènes. Ça veut dire les aspects environnementaux, c'est clair aujourd'hui, peuvent avoir une influence directe sur le génome et même être transmis à l'autre génération, même à la deuxième génération après. Cet aspect physique. Ça veut dire, pour revenir à ce que je veux dire avec ce concept-là, j'ai un corps physique et ça, ce sont mes conditions générales, lesquelles ça va être très difficile de les changer. Moi, je dois vivre avec mon corps physique toute ma vie. Je peux faire des opérations chirurgiennes, mais ça ne va pas trop aider. Hein. Et je le fais très simple. Et après, on a aussi un corps rythmique. Moi, j'ai voyagé beaucoup les dernières 2 semaines. J'étais la semaine dernière en Portugal, en Autriche, en Allemagne et maintenant je suis à Bordeaux. Je ne suis pas allé voir mes enfants tous les soirs. J'ai dormi dans beaucoup de différents lits, je ne sais pas combien. Ça veut dire mon aspect rythmique aujourd'hui est peut-être pas super bien. Je n'ai peut-être pas très bien dormi et je ne peux pas faire ça toujours. Si je vais exagérer dans ce contexte-là, mon corps va peut-être tomber malade. Ou si je vais faire la fête tous les soirs, mon corps, les rognons, etc., ils ne vont pas être très contents. Ce que je veux vous donner comme exemple avec ça, que la cause de la maladie peut peut-être pas être une cause physique, mais plutôt une cause rythmique. Et ce qui est important à retenir, ça veut dire cette imbalance rythmique peut s'imprégner jusqu'au physique. Ça peut arriver qu'un organe physique va tomber malade à cause d'une imbalance rythmique. Et pour moi, c'est cet geste, la signature peut être dans le contexte physique. C'est compréhensible? Je vais très vite là-dessus parce que il me semble important de retenir ça. Après, il y a un corps de l'âme. Le corps de l'âme, de moi, ça veut dire j'avais peut-être des très belles conversations les derniers jours avec ma fille ou avec des personnes qui sont très bien, où j'avais fait une randonnée et j'ai vu des belles fleurs et j'étais beaucoup touché par ça. Où les nouvelles de l'Ukraine m'ont vraiment touché fortement. J'étais il y a 3 semaines à Prague et j'en ai vu beaucoup des réfugiés là-bas. Ça veut dire selon mon état, disons, psychique ou de l'âme, je dors peut-être plus ou moins et ça peut avoir des effets sur mon corps rythmique et par ça aussi peut-être avoir des effets sur mon corps physique.
Encore une fois, je fais ce geste-là, que la cause de ma maladie, qui va peut-être attaquer un organe, n'est peut-être pas une cause physique, mais une cause de l'âme. Et je finis avec moi, le je, ma biographie. Moi, j'en ai 45 ans, j'en ai 4 enfants, j'ai eu une vie jusqu'à maintenant assez bien, c'était bien à l'école, ma vie étudiante, etc. Je ne veux pas vous dire comme je suis le meilleur du monde, mais je suis devant vous maintenant, et il y a 2 ans, j'étais différent, et dans 2 ans, je vais être différent encore une fois. Ça veut dire, ce contexte de ma vie, de ma biographie, fait que moi, je vais réagir dans le contexte de l'âme peut-être différent à une fleur que Mélanie qui est devant moi, là, peut-être. Et tout ça, si je prends tous ces corps-là ensemble, tout ça, ça s'appelle une individualité qui s'appelle Georg Meissner, qui est devant vous, qui nous parle un peu des choses bizarres dans cette conférence. Et si on transmet ça, et c'est ça qui fait Steiner, si on se pose la question, qu'est-ce que c'est le corps physique de ma ferme? C'est bien sûr tout ce qui... On parle du terroir en viticulture, on parle de l'exposition, on parle des aspects géologiques. Je ne peux pas faire d'un sol calcaire, d'un côté, d'un coup, un sol granitique ou quelque chose comme ça. Je peux, on fait beaucoup de bêtises en ce moment, avec des grands caterpillaires, on fait plein de choses, en pas respectant ces lieux, souvent, mais de changer vraiment, c'est très très difficile. Ça veut dire un sol sableuse, etc., c'est des contextes physiques, mais c'est aussi la qualité de la lumière. Moi, j'ai un vignoble dans le Roussillon, et si vous alliez voir les images de Salvador Dali, et surtout les couchers, le ciel, ces formes du ciel, si vous aviez été dans le Roussillon et si vous avez une fois vu un coucher du soleil derrière le Canigou, vous savez très bien pourquoi Dali il a fait ces peintures-là. C'est-à-dire cette qualité de lumière, est-ce que c'est... Et en Allemagne, moi je suis allemand, c'est pas la même qualité de lumière, je peux vous le dire. Ça rentre aussi dans l'aspect physique. Comparer les Allemands avec les Catalans, c'est pas la même chose. L'aspect rythmique, représentant de rythme, c'est la vie des plantes. Là, les plantes sont totalement dépendantes de ces rythmes solaires, surtout. On est devant Pâques. Pâques, c'est la première, on célèbre Pâques, c'est le premier dimanche après la première pleine lune, après l'équinoxe de printemps. Équinoxe de printemps, ça veut dire les jours deviennent plus longs, la lumière gagne sur la nuit, et après vous avez en plus la lune qui joue sur les aspects de sève, et souvent, pendant ce temps-là, si la chaleur est assez bonne, et c'est le cas maintenant, on voit à l'extérieur une explosion de la nature. Et si on prend, et il y a un livre super beau de Emanuele Coccia, ça n'a rien à voir avec la biodynamie, c'est un professeur de philosophie, je ne connais pas le titre français, sur les plantes. Et pour moi, il faut vraiment se mettre comme ça devant les plantes. Et Steiner, il fait ça déjà. Il dit que la plante, elle donne et l'animal, il prend. Et pas dans le contexte négatif. Mais si on s'imagine maintenant les vignobles à Bordeaux, dans 3 mois, parce que maintenant, il n'y a pas de feuilles, mais dans 3 mois, ça va être plein de feuilles. Et d'où viennent ces feuilles? Une grande partie de ces feuilles, et nous on connaît tous la photosynthèse, le cycle citrate, etc., mais d'où viennent ces feuilles?
C'est la plante qui est capable de transformer la chaleur et la lumière en substance. Il y a seulement une petite partie qui vient du sol et de l'eau et des nutriments. La grande partie est une substance dans 3 mois qui n'existe pas maintenant sur Terre. C'est magique. Mais il faut être clair là-dessus. Ça veut dire que la plante, en permanence, elle crée de la substance organique. Elle est créateur de substance. Et on peut jouer aussi au niveau de fertilisation beaucoup avec ça. Les engrais verts, etc. Mais il faut le comprendre. C'est un aspect de la vie qui est très, très important. Après, le corps de l'âme, c'est l'aspect animal. Hein? L'âme, ça veut dire c'est les relations, ça veut dire c'est le mouvement. Je le fais très vite là. Et souvent, l'aspect animal, c'est très spécifique. Ça veut dire le ver de terre, c'est très spécifique. Il a un devoir à faire. Il prend des aspects organiques du sol, il le met dans le sous-sol, il le combine avec des aspects minéraux, il le passe par son système, et derrière, il y a une chose transformée très spécifique qui est très, très fertile du sol. Et une vache, c'est une autre chose. Et un mouton, encore une fois. Et un éléphant, une autre chose. Et chaque animal a besoin d'un contexte très spécifique. Et après, pour créer tout cet ensemble-là, c'est l'être humain qui, après, peut donner des impulses, peut créer ces espaces où tous ces différents aspects-là peuvent jouer ensemble pour créer de la fertilité du sol. Il ne faut pas négliger que les aspects animaux, on oublie ça. Aujourd'hui, en agriculture, joue un rôle très, très important pour le développement de la fertilité du sol. Tous les sols fertiles qu'on connaît, et moi, c'est des sols où il y avait une haute population animale. C'est des anciennes steplands, en anglais, je ne connais pas le mot français, où il y avait beaucoup, la Pampa en Argentine, le Midwest en Amérique, les alentours de Vienne en Autriche. Hein, l'aéroport de Vienne, c'est le sol le plus riche de l'Autriche. Hein. Malheureusement, maintenant, il est goudronné. Mais c'était vraiment des alentours où il y avait beaucoup, beaucoup d'animaux. Je saute ça pour faire un peu plus vite. Dans le contexte biodynamique, où je ne le saute pas. Non. Il reste 20 minutes. Je sais. L'individualité, il y a l'individualité qu'on doit créer. Après, il faut trouver des alentours où on peut créer une identité. Et après, c'est la question de dignité. Comment est-ce que je peux trouver une relation digne avec mon entourage? Dans le contexte biodynamique, il y a cet contexte de l'organisme agricole qui joue un rôle très, très important. Ça veut dire, Steiner, il crée cette image qu'on crée avec la ferme un contexte idéal où ces différents aspects jouent un rôle et où on peut créer, en respectant tous ces différents aspects, une certaine durabilité. Il va aussi loin, il y a 100 ans, que dès qu'on amène quelque chose de l'extérieur, on va déjà créer un déséquilibre. Ça veut dire l'aspect idéal, c'est de voir ce que donne ma individualité de ma ferme. Et aujourd'hui, avec l'augmentation du prix de l'huile, etc., il faut de plus en plus poser des questions. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Je ne dis pas qu'on va, à la Trump, créer des systèmes fermés où on ne fait plus rien d'échange avec l'extérieur, mais c'est une question qu'il faut se poser. Comment
est-ce que je peux créer une résilience assez importante. Cet jeu ensemble, hein, j'en ai déjà parlé de l'épigénétique, je vous donne ça juste comme exemple. Ça, c'est des recherches qui ont été faites en Australie, où avec des marqueurs de génome, hein, on peut aujourd'hui, par la recherche, définir d'où viennent les raisins. Et je trouve ça très, très intéressant. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on fait là une mesure de l'acidité totale, etc. C'est juste des marqueurs épigénétiques qui vont créer la possibilité qu'on peut définir ces raisins viennent de là-bas parce qu'il y a des influences environnementales à ce vignoble là-haut qui sont différentes qu'à celui. Et pour moi, c'est peut-être aussi des approches scientifiques qui, petit à petit, nous permettent aussi, avec les méthodes scientifiques, de se rapprocher à ce que je viens de décrire tout à l'heure, un peu plutôt philosophique. Là, c'est une publication française dans Scientific Reports, et une comparaison des vignobles biodynamiques avec des vignobles conventionnels. Et je le fais très vite. Hein. Il y a au niveau résilience une meilleure réponse au stress climatique. Les fluctuations saisonnières sont mieux équilibrées dans les vignobles biodynamiques. Une défense accrue contre les agents pathogènes. Une augmentation de la mise sous silence de l'activation des défenses immunitaires et une activation plus forte des réactions antioxydantes et antifongiques. Ça veut dire, c'est, encore une fois, j'en ai parlé des aspects salutagenèse. Est-ce qu'on a, et là, par l'application des préparations biodynamiques, est-ce qu'on a créé plutôt un environnement qui a comme résultat tous ces aspects-là? Je reviens un peu à la philosophie, encore une fois. Tout ça, et si on comprend tout ça, c'est la question de responsabilité de l'être humain. Et je joue, vous avez bien vu, toujours avec cette image de Van Gogh. Van Gogh, c'est la même époque. Hein. Ça s'appelle Le Semeur. Il a peint beaucoup cette image-là. Vous avez ce soleil derrière, vous avez la terre devant vous, en bleu, vous avez la vie des plantes, la vie minérale, et vous avez même quelques animaux, les oiseaux, et vous avez le bleu et le jaune, le cosmos et la terre. Si vous prenez la couleur et si vous alliez mélanger bleu et jaune, vous avez le vert, le chlorophylle. Hein? Vous avez cet aspect de culture, cet aspect d'agriculture. En allemand, on parle de Landwirtschaft, c'est agrobusiness. C'est la culture d'essayer de mettre ensemble tous ces aspects-là pour créer maintenant d'un contexte naturel. Il faut détruire la nature pour créer ce contexte culturel, mais avec ce qui est sur place. Et j'ai mis en bas aussi ce jeu avec les mots français, paysage, paysan, pays. Hein. Le paysage est créé ou crée aussi, j'en ai parlé des Catalans et des Allemands, ce n'est pas la même chose, hein. On a un autre paysage. Mais c'est créé par des paysans et à l'inverse aussi. Et avec cette culture-là, on crée aussi la culture du pays. Je vous donne quelques exemples. Ça, c'est Banyuls, vous connaissez bien ça. Et ces murs-là, à Banyuls, souvent datent de l'époque romaine. Et vous alliez voir ces systèmes de drainage assez modernes. Et si vous êtes de Montpellier, vous savez très bien qu'en été, il y a des forts orages. Où, à Montpellier, par exemple, vous avez des petites rivières, ruisseaux au milieu de la ville, mais il y a ces canaux énormes. Mais si on est à Montpellier pendant les orages d'été, on sait très bien pourquoi il y a ça.
Et là aussi, c'est une adaptation de la culture aux alentours, déjà à l'époque. Et là, je critique un peu ça. C'est juste à côté de Geisenheim. C'est une image d'un vignoble très connu, de rue des Heimerberg pour le Riesling. C'est une image des années 70. Et ça, c'est la même image aujourd'hui. On a tout aplati. On a créé des monocultures énormes avec des grands problèmes au niveau sécheresse, etc. Bourgogne, on peut se poser beaucoup de questions sur l'aspect biodiversité, etc., etc. Je vais sauter ça. Si on parle du sol, il y a pas seulement la chimie du sol, il y a aussi la biologie du sol et la physique du sol. Il y a cet ensemble, encore une fois, ce qu'il faut jouer avec. Et là, je vous donne juste une image des racines. Si on parle des engrais verts, ça veut dire qu'on parle souvent de ce qui se passe au-dessus, au niveau de la biodiversité, mais il faut bien faire gaffe aussi à ce qui se passe en bas. Là, vous avez la lucerne. Si on la laisse pousser pendant quelques années, vous avez 4 mètres de profondeur. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 4 mètres. Ça veut dire ce jeu ensemble de différentes capacités physiques, chimiques et biologiques. Des rhizomes, là, on a dans nos mains, à mon avis, des moyens assez énormes pour créer des sols plutôt vivantes, ici à gauche, par rapport à ça, ce qu'on voit un peu partout, surtout dans le Bordelais. J'en ai vu des sols ici, ça me fait peur, où je ne pouvais même pas rentrer avec une bonne pelle dans ces sols-là. Ça veut dire que c'est vraiment très important. Et là, on voit souvent, là, vous avez l'aspect de labour, et là, vous avez des aspects de compaction des sols assez énormes. Ça, c'est... j'en ai travaillé beaucoup à l'époque avec Pierre Masson, qui était un consultant assez connu dans le contexte biodynamique ici en France. Et ce qui était vraiment bien avec Pierre, il a toujours, où il allait avec le domaine, il a toujours fait des essais. Il a dit, faites une partie avec les applications biodynamiques et une autre sans. Et là, vous avez ça, c'est juste pour vous montrer, c'est quelques images. Mais là, il y a même l'université de Kassel, une autre université, qui fait une thèse sur ces champs-là, qui sont un peu partout en France. Là. Vous avez le témoin biologique, vous avez une structure du sol moins bien que par rapport au biodynamique. C'est une photo exemplaire. Vous avez un système racinaire, c'est le même vignoble, et je pourrais vous montrer beaucoup d'images comme ça, pas seulement dans le contexte français, où on peut voir ce phénomène-là. Une augmentation de la croissance racinaire. C'est très intéressant ce qu'on a fait cette année à Geisenheim en travaillant avec un pépiniériste français où on a comparé les jeunes plantations, les jeunes vignes en pépinière conventionnelle bio et biodynamique. On voit aussi au niveau racinaire un phénomène comparable à ça. L'aspect des plantes. Et pour moi, c'est aussi très important dans le contexte. Et ça aussi, ça passe dans la biodynamie. Et vous avez tous entendu parler de la taille douce. Je vous ai montré quelques photos ici de Marco Simonit, avec lequel, mais en France, vous avez François Dalle aussi dans la loi qui s'y mit beaucoup. Il faut se poser beaucoup de questions sur l'intégré de la plante pour bien comprendre la plante, les flux de sève, etc. Je vais passer assez vite là-dessus. Mais je veux continuer un peu avec quelques résultats scientifiques assez actuels. Ça, c'est sur le riz. Vous avez une augmentation de la masse biologique des racines dans le contexte riz. Et voilà, là, l'aspect vert, c'est toujours la variante avec les préparations biodynamiques. Et là, c'est des différentes sortes de riz, en fait.
Ça, c'est une publication juste pour visualiser un peu une publication plus âgée, mais je trouve ça assez intéressant pour visualiser un peu, pour imaginer un peu. J'aime bien travailler avec les images. Et là, surtout, tout ce qui est racines fines, et là, vous avez maintenant beaucoup de publications là-dessus, qu'il y a quelque chose au niveau racinaire dans le contexte biodynamique. Je parle maintenant de l'essai de Geisenheim. Ça fait vite fait. Ça fait une quinzaine d'années qu'on y travaille maintenant, ou 17 ans. Vous avez deux aspects. Et là, comme je disais, cette année, on va faire un nouveau. Vous avez d'un côté la comparaison des 3 systèmes intégrés bio et biodynamiques. Au milieu, tout ce qui est couleureux, c'est seulement biodynamique avec différents temps d'application des préparations biodynamiques. Ça veut dire qu'on a 2 essais dans un champ d'essai. Mais je me passe sur la comparaison des 3 systèmes. Là, vous avez maintenant une quinzaine d'années et vous voyez ce qui me semble important dès la première année. Le poids de taille était beaucoup plus élevé en conventionnel par rapport à la bio et la biodynamique. Et ce n'est pas seulement dû on a fait beaucoup de mesures du sol, de la plante, etc., de la croissance. Et tout ce qui est ingrédient du sol, du bois, etc., il n'y a pas de différence. Par contre, la croissance, elle est très, très différenciée. Et là, il faut passer aussi aux questions de futur hormones, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé l'habitat de la croissance de la plante? Mais vous voyez, pendant les années, vous avez toujours la partie bleue qui sort de plus par rapport à la partie biodynamique et bio. Et vous pouvez même voir ça, ça c'est une année. Vous avez le premier rognage, vous voyez dès le début, et après rognage, vous voyez bien sûr aussi cette évolution plus importante. Ce qu'on fait à Geisenheim, et moi je trouve ça très important de faire toujours une combinaison entre analyse quantitative et qualitative. Ça veut dire en une année, c'était en 2008, c'était pendant ma thèse, on a pris dans chaque, on a 4 répétitions, on a pris dans chaque répétition un sarment de vigne qui était représentatif dans le contexte quantitatif qui représentait la moyenne, en fait, de la longueur des sarments. Là, on a 4 sarments de l'intégré, on a 4 de bio et 4 de biodynamique. Si on regarde cette photo-là, là, on pourrait penser les pauvres biodynamiques, ils sont beaucoup plus faibles. Mais si on regarde plus précisément, excusez-moi, c'est en anglais, mais ce n'est pas grave, si on prend le nombre de feuilles au sarment principal, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Par contre, si on prend la longueur des internodes, il y a une grande différence. Ça veut dire la partie bio et surtout la partie biodynamique, elle est plus rétrécie. Les formes sont plus sorties. Et ce qui me semble très évident, c'est ça, le nombre de feuilles des entrecœurs était même le double conventionnel par rapport à la biodynamie. Ça veut dire qu'il y avait une croissance végétative beaucoup plus puissante encore, et au niveau ancré, c'était la même chose, dans le contexte intégré par rapport à la bio. Et après, on a fait une mesure qualitative, ça veut dire ça, c'est le sarment principal, et ça, c'est les entrecœurs. Et on a pris des 4 sarments qu'on a pris, un sarment représentatif, vous voyez, c'est du Riesling bien à l'allemande, il y a la vigueur. Ça veut dire qu'il y a une compaction de la surface foliaire qui n'est pas négligeable. Au niveau protection phytosanitaire, etc., c'est peut-être pas gagné. Vous voyez déjà en bio, on a beaucoup moins, et en biodynamique, les entrecœurs, c'est beaucoup plus spécé. Ici, vous avez même des entrecœurs.
Là, on a fait la même chose avec une autre étudiante en 2019. Vous avez, encore une fois, cette image intégrée beaucoup plus par rapport à la biodynamie. J'aime bien, pour vous dire, je vous montre des images maintenant, et derrière ces images, il y a beaucoup des analyses quantitatives aussi. Ce qu'on peut voir, c'est au niveau, encore une fois, physique, il n'y a pas grande différence, mais ce qu'on voit comme image derrière, il y a des grandes différences. Là, au mois d'août, juste avant les raisins, on a pris ces images-là, c'est des images des raisins, de ces 4 images dont j'ai parlé tout à l'heure, ou ce qu'on a pris comme mesure, et vous voyez aussi une compacité beaucoup plus importante dans la partie intégrée par rapport à la bio ou la biodynamique. Et on repasse au niveau quantitatif. Si on parle de la pourriture acide, dans les différentes années, c'est bien logique si on voit des raisins aussi compacts dans le contexte conventionnel qu'il y a aussi dans beaucoup des années une attaque de la pourriture acide beaucoup plus importante dans la partie conventionnelle ou intégrée par rapport à la bio et la biodynamique. On travaille aussi avec des image forming methods, je ne connais pas le mot en français, dont, entre autres, la cristallisation sensible. C'est avec l'Université de Bonn, c'est au niveau scientifique. Ce qui me semble important, c'est que Jürgen Fritz, on a fait pas mal de publications, il y a une 3e maintenant là-dessus aussi. Ce qui est intéressant, parce que nous, à Geisenheim, aussi dans le contexte de la vinification, on a tous les laboratoires chimiques aussi, physico-chimiques, mais on voit vraiment des échantillons à l'aveugle, et la première chose qu'il doit faire, il doit me dire la 1, la 3 et la 7, ça vient de la même partie, et nous on fait des échantillons dans le vignoble, on prend des baies, et après on fait une pressurage des baies, et après il doit faire cette analyse-là, et qualitativement, au niveau de la dégénération, il peut après faire des analyses en disant est-ce que ça va dans une bonne direction ou pas. Et cette flèche-là, ça nous montre les aspects vivants, la capacité de ne pas dégénérer. Il fait des analyses pendant plusieurs jours. Ce n'est pas une image, c'est un laboratoire. Vous pouvez imaginer, c'est presque aussi grand, la table pleine des images comme cette salle ici. C'est assez énorme, c'est beaucoup de travail derrière, mais il a bien pu montrer que la partie biodynamique a la tentation de dégénérer moins vite que la bio et la conventionnelle. On fait pas mal de dégustations, je vous montre ça juste pour rigoler un peu. J'ai fait ça aussi une année en quelques jours. Vous voyez là, c'est le 19 mai et après le 21 et le 22. Là, j'ai fait une dégustation, c'est du Riesling, avec des étudiants allemands. Ils ont bien l'habitude de boire du Riesling. Et là, les étudiants, c'était Subagro et la fac de pharma de Montpellier. Ils ont tous les deux la même image. Ça veut dire les Français, ils dégustent un peu différent que les Allemands. C'est assez rigolo. Au niveau culturel, ils ont Bitterkeit, c'est l'amertume. Ils ont l'acidité du Riesling, c'était amer pour les Français. Ben oui, ce qui me semble important, c'est l'intégration animale. Je vais passer plus vite les derniers chiffres là. C'est d'intégrer ça. J'en ai fait beaucoup de travail là-dessus, un peu partout dans le monde. Et il faut vraiment, c'est pas gagné, mais si on veut augmenter une fertilité du sol, c'est important. Et pour moi, ce qui est important, c'est peut-être aussi jouer de plus en plus dans les coopérations. Moi, j'en ai un vignoble dans le Roussillon, comme je disais, et je trouve ça super. Le village de Calce, c'est un village où il y a beaucoup de vignerons bien connus dans le Roussillon.
C'était le village, la commune qui a construit un étable pour... Toute la structure est là pour qu'il y ait des bergers maintenant qui peuvent venir avec un troupeau de moutons et qui ne sont pas seulement dans les vignobles bio et biodynamiques, qui sont partout dans le village. Ça veut dire cet aspect, est-ce que comme domaine très spécialisé, est-ce que je dois le faire moi-même ou est-ce que je ne peux pas trouver des aspects de coopération? Là, au domaine de la Guédère, où j'ai travaillé, on est allé en relation avec un fermier de vaches et on a maintenant les vaches pendant l'hiver dans nos vignes. Et les résultats, l'impact aussi sur la croissance et sur la qualité des raisins, ce n'est pas négligeable. Oui, je crois. Ce qui me semble aussi important, c'est cet aspect de biodiversité. On en parle de plus en plus et je vais peut-être finir avec ça parce que ça me semble très évident de parler de ça aussi. Ce qui m'énerve en ce moment, là on avait une réunion il y a 2 semaines. Dans le contexte de la Commission européenne, on parle de 20% surface de biodiversité. Ça va venir chez vous dans les prochaines années. Vous alliez être forcé de mettre 20% de votre surface agricole en non cultivé, etc. Ça change maintenant avec l'Ukraine, etc. Là, il y a des forces derrière qui ne veulent pas. Mais moi, je trouve ça pas bien. C'est peut-être bizarre que je dise ça. Parce que pour moi, ce qu'on fait maintenant, encore une fois, on crée des lieux naturels et on crée des lieux culturels. Et pour moi, le but, ça doit être de mettre ça ensemble. Comment est-ce que je peux créer une agriculture où je peux au même temps faire quelque chose pour, comme but, l'augmentation de la fertilité du sol et de la biodiversité. Et j'ai pris comme exemple, par exemple, les haies. Les haies, ce n'est pas seulement un lieu de biodiversité. Les haies, c'est une source de carbone magnifique pour le compost, par exemple. Pour la création du compost, on a besoin de ce carbone, de le mettre en lien avec l'azote pour créer vraiment des substances très, très fertiles. Ça veut dire si on vendange, disons 10 à 20% chaque année de nos haies pour faire une sorte de productivité avec ça, ça me semble très, très important. Aussi dans un contexte économique. Ça veut dire cette combinaison, et ça aussi, c'est des réflexions qui sont bien, bien présentes dans le contexte bio et dynamique. Je finis peut-être avec une autre réflexion, nature conservation. C'est la protection, c'est la préservation de la nature. C'est le musée. Les bases du mouvement bio dans les années 70, 80, 90, en Allemagne surtout, on disait « schützen durch Nützen ». C'est un jeu avec les mots, ça veut dire « protéger par l'utilisation ». On sait très bien que dans les petites terrasses, si on fait une culture, souvent la biodiversité monte. Ça, c'est les années 90. Et moi, dans le contexte de la biodynamie, il faut le protéger pour évoluer la surface, la fertilité du sol, pour la faire meilleure. C'est ça le but. Le but de l'agriculture aujourd'hui, c'est vraiment de faire un sol qui est beaucoup mieux. C'est notre responsabilité aussi, parce qu'au niveau changement climatique, c'est seulement nous, comme agriculteurs, qui ont la capacité, la possibilité de prendre tout ce carbone qui est trop dans l'air et de le remettre par terre. Par rapport à nos devoirs économiques dans tous nos domaines, ça c'est notre devoir principal et pour moi, je suis très enthousiaste parce que je ne veux pas être négatif. C'est un travail magnifique et on peut faire ça, on est capable de faire ça.
Et c'est une valeur, on parle aussi de true cost calculation, c'est le monde financier qui est en train de se réveiller, que cet aspect de fertilité du sol doit rentrer dans la valorisation du contexte agricole et du contexte du commerce en général. Je vous remercie pour votre attention et je m'excuse d'être sauté un peu dans tous les sens. Merci beaucoup, Georges, pour ce voyage. Alors, de la philosophie jusqu'aux essais de l'université de Geisenheim et avec une conclusion à laquelle je suis persuadé, en fait, beaucoup d'entre nous adhèrent, puisque effectivement, réussir à concilier en fait pratiques agricoles et finalement et des impératifs bien sûr de capter le carbone, etc. Je pense que c'est quelque chose qui nous rassemble beaucoup. Alors on va jouer, alors je vois assez mal le public, on a en fait un micro qui est sous forme d'un petit jeu là, c'est-à-dire ce cube là, vous pouvez en fait directement parler à côté et on vous entendra et surtout en fait vous serez aussi entendu en ligne. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je prendrai bien sûr les questions en ligne très rapidement. Alors peut-être pour lancer le débat, en fait, moi je me posais une question, Georges, finalement, en fait, tu parles d'agriculture du futur, d'agriculture en fait à développer, et finalement, je suis un peu étonné puisque il y a une forme de contradiction, puisque pour développer cette agriculture du futur, tu fais appel à des théoriciens d'une centaine d'années, comme si en fait il y avait une modernité dans les propos de ces théoriciens qui sont maintenant un petit peu anciens. Est-ce que tu peux commenter sur cet aspect-là ? Oui, j'ai essayé de... Oui, avec ma difficulté de la langue française, de montrer un peu ces aspects modernes. Si on développe ces aspects-là, on rentre dans un regard systémique. Et je crois, dans le contexte scientifique, j'ai essayé de vous montrer aussi, si on regarde la recherche du sol, si on parle du microbiome, si on parle de l'épigénétique, etc., de plus en plus, ce n'est pas contradictoire à des analyses directes d'un certain enzyme, etc., mais que la globalité d'un système joue un rôle important, ça devient de plus en plus clair. Et je crois que cette agriculture que j'ai pris comme exemple là, et c'est des réflexions qui ont 100 ans, mais c'est intéressant qu'il y a 100 ans déjà qu'il y avait cette réflexion-là. Et c'est pas, pour moi, ce qui est important, c'est pas de garder ça en 1924, c'est de prendre ces intentions, ces impulses, et de les transformer dans le 21e siècle, hein, et de chercher avec ces idées-là, ces expériences aussi, et ce n'est pas seulement la biodynamie, il y a d'autres aussi, à essayer de créer une agriculture du futur. Oui. Très bien, merci. Une question dans la salle, autrement j'en ai une sur les réseaux. Il y a une relation entre le développement de la pourriture acide et le mode de culture que tu as montré en fait. Donc il y a une corrélation, mais quel est le lien causal en fait ? Est-ce qu'il y a une causalité finalement entre la culture, je crois, conventionnelle et des fréquences plus importantes peut-être de développement de pourriture acide ? Est-ce que tu irais jusque-là ou est-ce que c'est juste une corrélation sans causalité pour l'instant ? Bon, encore une fois, c'est cet aspect systémique, ce n'est pas seulement un facteur. J'ai essayé de montrer très vite, parce que là, on pourrait passer beaucoup de temps, on vous montrer aussi les résultats physiques des ingrédients, etc.
mais j'ai essayé de vous montrer là une cosa, c'est bien sûr une surface foliaire beaucoup plus compacte dans le contexte intégré. Hein, vous avez bien vu le développement des entrecœurs, etc. Et on fait exprès, dans le contexte de cette recherche-là, de ne pas faire le travail vert. Hein, ça veut dire qu'on laisse la compacité de la surface foliaire. Ça veut dire, ça explique ça aussi. Ça veut dire qu'on a une surface foliaire beaucoup plus ouverte et beaucoup plus aérée dans le contexte bio-biodynamique par rapport au conventionnel. Mais ce qui me semble vraiment important, avec une capacité de production, je peux vous montrer beaucoup de chiffres maintenant, qui est comparable au conventionnel. C'est une causa, mais ce n'est pas la causa. Et bien sûr, ce qu'il faut mettre aussi en évidence, je n'ai pas fait ça, la seule différence entre biodynamique et bio dans l'essai, c'est l'application de préparation biodynamique dans la partie biodynamique. Okay. Ça veut dire si on voit des différences entre bio et biodynamique, c'est lié à ça. Je crois qu'on a une question là dans la salle. Oui. Vous attendez le micro, voilà. Je veux voir maintenant. Voilà. En attendant, moi j'avais une petite question, puisque vous nous avez, Georges, tu nous as montré aussi des différences. Alors, tu allais très vite sur l'analyse sensorielle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Est-ce que le vin biodynamique, est-ce qu'il est mieux perçu ou en quoi est-il perçu différemment par le dégustateur ? S'il y a une différence significative, bien sûr. Oui. Moi, j'ai mes problèmes un peu avec les vins de recherche, en général. Mais on a fait beaucoup de dégustations avec ces vins d'essai parce que c'est des petites quantités. Petites quantités, oui. Etc. Et moi, j'ai un peu le problème de généraliser ça, seulement parce qu'à Geisenheim, on a eu des différences. Mais on a des tendances qui vont vers la biodynamie dans ces dégustations-là. Souvent, au niveau, si on fait une différenciation 1, 2, 3, etc. Pour moi, ce qui me semble important, et là je parle comme praticien, et je le fais très vite, pour moi, il y a, pour la date de vendange, il y a 4 points très très importants. Il y a bien sûr le sucre, l'acidité totale et la maturité phénolique. Nous, on connaît tout ça. Mais le 4e, pour moi, c'est vraiment nécessaire, surtout dans un contexte du sud, chaud. J'appelle ça la croquance et la vitalité. Ça veut dire si j'ai des raisins qui sont encore croquantes, qui sont encore pressantes, surtout avec les Sauvignon blancs, par exemple en Afrique du Sud, j'en ai vécu presque 5 ans là-bas, ça peut être une question d'une journée à l'autre que vous avez un manque de croquance. Et cet aspect de vitalité, de croquance, de garder ça, cette présence, j'appelle ça, c'est des observations que j'ai pu faire un peu partout. Là, je parle comme praticien et pas comme chercheur, que je peux faire un peu partout dans le monde, aussi dans la vinification du domaine où j'avais la responsabilité. Et c'est un aspect, c'est cet aspect de vie qui est très difficile à mesurer dans le contexte physique, qui joue un rôle, et des mous qui sont faits avec des raisins qui ont cet aspect de croquance et de vitalité ont une perception complètement différente que des mous qui sont faits avec des autres raisins. Très bien, on a une question au milieu de l'amphi, oui, s'il vous plaît. Allez-y. Ouais. Et selon vous, quelles sont les pratiques biodynamiques qu'on devrait valoriser dans l'avenir et les pratiques biodynamiques qu'on devrait peut-être remettre en discussion en étudiant l'aspect scientifique? Il n'y a pas les pratiques biodynamiques. Hein. J'ai essayé de vous montrer avec cette image de l'individualité agricole qu'il y a tout un ensemble. Hein, pour bien regarder, c'est un
une théorie d'un système systémique global bien adapté au lieu. Et si vous voulez parler des préparations biodynamiques, là, j'en ai fait plein de recherches où on peut bien voir les effets des préparations biodynamiques. Je ne mets pas ça en cause. Je mets en cause d'où viennent ces préparations. Comment est-ce qu'ils sont faits? Parce que là aussi, il y a une question de qualité. Ça veut dire les effets de préparation, ça doit être des préparations d'une très bonne qualité. Là, on peut rentrer maintenant dans un autre monde. Mais je ne mets pas ça en question. Je mets en question le dogmatisme, surtout en France, au niveau du calendrier lunaire. Parce que le calendrier lunaire, c'est quelque chose qui n'est pas venu de la base du cours aux agriculteurs, c'est quelque chose qui est venu plus tard. Ça joue un rôle, mais dans le contexte français, souvent ce calendrier est devenu une sorte de Bible ou d'aspect, je fais rien d'autre. Là, j'en ai des problèmes. J'en ai vu des situations, surtout en France. J'avais une conférence à Châteauneuf-du-Pape il y a quelques années, où après, on est allé dans une vignoble, je vous donne ça comme mauvais exemple, hein. On est allé dans un vignoble et j'ai vu ça de traces de tracteurs dans une vigne. Et après, on m'avait dit, oui, mais il y avait de la pluie de 20 litres 2 jours avant et on est allé avec un tracteur de 3 tonnes dans un vignoble, dans un sol humide parce que c'était une journée au niveau lunaire très bonne. Et là, je commence à pleurer. Je vous donne ça comme exemple parce que dès qu'on prend une chose dogmatique, c'est ça ce qu'on apprend, surtout dans le contexte biodynamique, d'apprendre de jeter l'œil avec un regard global sur la chose, d'intégrer tous les différents aspects. Ça veut dire, il faut toujours réfléchir et penser dans un contexte multifactoriel. Pour vous donner, je ne sais pas si c'est bon comme Très bien, réponse. il y a une autre question un peu plus loin. Vous pouvez le lancer, hein, ça ne risque rien. Voilà. Posez votre question, allez-y. Quand vous parlez de préparation biodynamique, est-ce que vous y intégrez la phytothérapie, notamment du coup les tisanes? Dans la recherche de Geisenheim, non. On s'est concentré carrément sur les préparations dites biodynamiques, sur les préparations de base. Mais moi, j'aime bien beaucoup de travailler avec des tisanes ou d'autres moyens pour l'augmentation de la résilience de la plante. Il y a plein de moyens. Il y a plein de produits, il y a plein de tisanes, le jeu il est ouvert. Et on avait, et ça c'est une autre question, au niveau politique, on a vraiment dormi des dernières années. On attaque toujours la bio et la biodynamique au-delà du cuivre. Par contre, au niveau européen, il y a 4 ans, on avait plein des produits remplaçant aussi le cuivre, aussi au niveau Peronospora. Mais par le changement de la loi, ces produits-là ne sont plus utilisables. Et surtout en France, vous avez eu ces situations bizarres où par la loi française, on n'était plus capable de faire une décoction d'ortie, par exemple. Là, il faut faire très, très attention à ça aussi. Il y a d'un côté l'aspect juridique et l'aspect pratique. Et là, oui, le jeu est ouvert et il y a plein de choses. Mais dans le contexte recherche, c'est carrément les préparations biodynamiques classiques. Je le dis comme ça. Très bien, merci. Je vais prendre une question en ligne. Alors, je la lis directement, donc on essaiera de décoder. Le secret de votre démonstration n'est-il pas la non-utilisation stricte d'engrais ou de compost pour forcer les végétaux à nourrir le microbiome du sol par les exudats racinaires issus de la photosynthèse sans les détruire par le labour? Alors,
si je comprends bien, en fait, la question concerne finalement la préservation en fait du microbiote du sol. Alors, Georges, tu as insisté beaucoup aussi sur les animaux, enfin la flore en fait qu'on y trouve, etc. Et finalement, c'est de concevoir la plante dans son ensemble. C'est finalement un concept, moi je trouve, assez moderne, qu'on partage beaucoup dans les congrès scientifiques, qui est de concevoir la plante non pas isolée, mais dans un ensemble. On parle d'holobionte, en fait, voilà, de choses qui sont intégrées avec les micro-organismes sur la partie aérienne, sur la partie du sol également. Est-ce que c'est ça, c'est-à-dire essayer de perturber le moins possible cet ensemble de la plante et son environnement au sens très large? J'ai dit ça, non. D'un côté, oui, et d'un autre côté, non. Je ne généralise pas dans ce contexte-là. Moi, j'ai fini avec il faut protéger, pas évoluer, pas développer, pas faire mieux. Et je crois, nous, comme êtres humains, on a la possibilité de prendre une situation du sol et, par nos pratiques, bien en intégrant même des fois des aspects des engrais minéraux, mais pas physico-chimiques, mais en créant un contexte environnemental où on peut développer ce sol d'une manière plus vite que laisser faire la nature. Ça veut dire qu'il y a des situations, et moi je suis un grand copain de no-tillage systems, ou des systèmes sans labourer, mais seulement quand le contexte me le permet. Oui. Mais sinon, j'en ai plein de possibilités, et dès que je fais un travail du sol, je crée une minéralisation. Et avec l'engrais vert, je peux d'aller plutôt, si je enterre un engrais vert maintenant, je suis plutôt sur la phase azote, sucre, protéines, et si je laisse l'engrais vert maturer, et si je l'enterre en juin, je suis plutôt sur l'aspect carbone. Ça veut dire j'ai le choix. Est-ce que je veux fertiliser ou est-ce que je veux petit à petit créer une structuration du sol? Ça veut dire, là non plus, je ne suis pas dogmatique, mais la réponse aussi, oui, si je mets des engrais solubles dans un contexte et si je force la plante de prendre ça, moi, les engrais minéraux, pour augmenter les quantités, c'est interdiction, à mon avis. Il faut arrêter ça. Mais pour créer un système environnemental, si on, par exemple, prend le calcaire, etc., pour créer des situations pour que les plantes pourraient créer d'abord un sol plus fertile, pourquoi pas? Très bien. Une question là-haut, oui. Il faut faire remonter le micro de quelques rangées. Voilà, lancez-le, ça ne risque rien, théoriquement. Voilà. Bon, ça y est, voilà. Merci. Allez-y. Oui, alors ma question, c'était... donc on a vu que là, la biodynamie, elle intervenait beaucoup donc, sur le terrain au vignoble. Ouais. Et je voulais savoir s'il y avait une réflexion de la biodynamie après, pendant les phases de fermentation et de création du vin. Ou est-ce que c'était vraiment l'idée, c'est de se dire si on fait tout au vignoble, la partie d'après ne change pas en fait. Vous parlez dans le contexte Geisenheim, si on a fait attention au cycle linéaire, pas dans le cahier on a fait attention, mais pas dans le cahier officiel de la recherche. C'était carrément, on a eu en viticulture les 3 différents systèmes, et après on a eu des raisins, et après on a eu le mou, et on a vinifié le mou exactement de la même manière. D'accord. Pour comparer les effets qui étaient faits dans le champ.
Mais il y a bien sûr plusieurs choses sur lesquelles on aurait pu faire attention dans ce contexte-là. Mais ce n'était pas la question de recherche. La recherche, c'est la comparaison des 3 systèmes. Une autre question un peu plus bas, oui. Si vous voulez bien transmettre le micro, merci. Oui, est-ce que vous avez des études précises de résultats de la biodynamie sur les maladies du bois comme l'esca, les scorioses ou la cicadelle, qui sont très difficilement, sur lesquelles on peut faire de très grandes difficultés de gestion par traitement chimique, voire interdit actuellement? Si je commence, ça va donner un discours de 30 minutes. Non, mais il existe des résultats précis sur ces... Tu as cité déjà la taille de François Dalle. Il y a bien sûr, il y a plein des aspects, c'est multifactoriel. Je ne peux pas vous citer des recherches scientifiques à 100% là-dessus, mais il y en a, je crois. Mais il y a les collègues de Changin qui ont bien montré que chaque souche dans votre vignoble a de l'esca. La question, avec la vue que j'ai essayé de vous montrer, c'est à quel moment devient l'esca pathogène et pourquoi. Et jusqu'à maintenant, on regarde presque seulement sur l'aspect physique. Mais si on parle de la résilience ou de la salutogénèse dont j'ai parlé, là, par contre, dans l'aspect pratique, on a vu plein de choses. La résilience, c'est soit par la taille douce, mais ce n'est pas seulement la taille, c'est aussi les dégâts mécaniques en bas de la plante. C'est le travail du sol. C'est toute la relation qui fait cette relation vivante et une plante résiliente ou pas. On voit très bien que l'esca, souvent si on a un mois d'août sec, on voit des phénomènes. Pour moi, l'esca est lié beaucoup à ces questions de vie, de respecter l'intégrité de la plante, c'est ce qu'on fait avec la taille douce, mais après aussi de respecter et d'essayer de créer un environnement sain pour la plante. Comme moi, j'en ai plein de virus et bactéries que je vous amène de l'Allemagne maintenant, mais je ne suis pas malade. Tous vos souches ont de l'esca et à quel moment est-ce que ça attaque vraiment et pourquoi. Et encore une fois, la grande question pour moi, c'est aussi la question des plantes. Et on peut aller au greffage. Moi, j'en ai fait, avant de faire le DNO, j'en ai fait un BTS en alternance et j'en ai travaillé dans un pépiniériste. Je peux vous dire, là, il faut faire attention. C'est rien contre les pépiniéristes. J'en ai plein de copains là-dedans, mais attention. Il y a, encore une fois, l'esca, pour moi, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel aussi au-delà de ce qu'on a fait les dernières 50 ans. On pas vraiment respectant et réfléchissant sur la vie. Et les résultats, souvent, surtout dans le sud de la France, les effets, c'est souvent des domaines qui ont converti en bio et en biodynamie, qui venaient désherbement total vers un labour. Et juste ce petit labour, juste la minéralisation de mettre de l'air dans le sol a changé souvent les effets de l'esca dans les vignes. Mais j'aurais besoin d'un discours d'une demi-heure pour rentrer beaucoup plus précis là-dedans. Et là aussi, à mon avis, avec la biodynamie ou avec des contextes plutôt systémiques, on a des possibilités de réduire beaucoup ces problèmes-là. Très bien. Une autre question, alors j'en ai une sur Internet. Que pensez-vous des préparations homéopathiques pour enrichir le sol? Alors, quelle préparation homéopathique? Il y en a des milliers. Est-ce que ça fait référence à des tisanes, enfin des... Probablement. Voilà. Pour moi, avec toutes ces choses-là, si j'amène des microhits ou des microbes, etc., c'est la même réponse. Il faut que je crée
un lieu vivant pour que ces méthodes-là, ces ingrédients, ces microbes peuvent agir. Si je mets des mycorhizes ou des microbes ou les tisanes de compost, etc., sur un sol minéral et mort, ils n'ont rien à se développer. Il faut, dans ce contexte-là, ce n'est pas le no-tillage system, il faut essayer de recréer une sorte de vie. Et après, par contre, je peux avoir des très bons résultats avec tous ces produits-là. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui, au milieu, là. Voilà, tout au milieu de l'amphi. Voilà, après, on s'en prie. Juste dans un contexte du coup de limitation de l'impact carbone, est-ce que vous avez fait une étude par rapport à le nombre de passages de tracteurs, que ce soit en conventionnel, en bio ou en biodynamie? Dans le contexte de Geisenheim, on n'a pas compté ça. Moi, je suis un grand copain de la combinaison. C'est une question technique pour moi dans la recherche difficilement à généraliser. Mais c'est quelque chose à faire beaucoup attention aussi, le nombre de passages avec le tracteur ou avec d'autres choses, ça c'est clair. Mais de faire une étude là-dessus, c'est déjà une grande différence si vous êtes à Bordeaux ou en Allemagne, etc. Mais ça joue un rôle. Mais moi, si j'ai du temps avec les étudiants, moi, l'époque du tracteur est déjà finie. C'est la fin. Ça a existé pendant 50 ans et maintenant, on a déjà beaucoup d'autres moyens, des mini-roboteurs, si on veut être technicien, mais il y a des questions à se poser là. Ça va changer très vite dans les prochains 5 à 10 ans. Ça veut dire qu'il faut se préparer aussi à d'autres moyens techniques pour en faire ça. Très bien, merci. Je vous propose de s'arrêter là. Encore un grand merci, Georges Meissner, pour cet exposé. Et vous l'avez vu derrière moi, donc vous avez d'abord toute la programmation à la Cité du Vin, donc je vous invite à regarder, à venir. Et puis prochain rendez-vous des Vendanges du Savoir, le 3 mai, vous avez ici le titre et le vin fut-il le meilleur des médicaments au 19e siècle, donc une conférence sur l'histoire. Revenez. Merci, bonne soirée, à bientôt.